Salut à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Ça fait pas mal de temps que j'avais pas sorti de vidéo, donc là je suis content d'en refaire une. Et qui dit partiel dit révision, donc voilà, c'était un peu chaud niveau temps. Maintenant je vais essayer de ressortir au moins une vidéo par semaine, histoire de ne pas perdre trop d'abonnés. Là je vous prépare du coup une suite de deux vidéos qui va parler du luxe en Italie, donc investir dans le luxe en Italie de deux façons. Là on va commencer par la façon plus qualitative en parlant de Moncler. Donc voilà, je vais essayer de faire des vidéos courtes, hein, j'ai pas envie que ça s'éternise. Et donc on va commencer tout de suite avec l'analyse. Donc Moncler c'est quoi? C'est du luxe, ça va être du textile. Ils font principalement des doudounes, des manteaux, des pantalons, etc. Ça représente à peu près 80% de l'entreprise, du groupe. Et après, pour 20%, ils ont fait l'acquisition récemment de Stone Island. Et eux, en fait, c'est pareil, c'est du textile, etc. Mais c'est pas du tout le même type de vêtements. Voilà, Moncler, on est vraiment sur des vêtements d'hiver. Et la boîte est reconnue pour ça, vraiment. Je vais vous montrer du coup directement les notes que j'ai prises du dernier conf call et de la présentation investisseur. Donc on va commencer directement là-dessus. La boîte se valorise autour des 28 fois les bénéfices. C'est plutôt en lien avec, enfin, c'est en ligne hein, avec les qualités de l'entreprise, hein, ce qu'on va voir tout de suite. Elle a une market cap de 17,5 milliards d'euros, un ROE de 19% et un ROIC de 20%. Donc là, on a des super critères en termes d'éléments financiers. Le ROE récemment a diminué à cause de l'acquisition de Stone Island, puisque en général, dans 80% des cas, une acquisition, enfin de la croissance externe va être moins efficace que de la croissance interne pardon, en termes de rentabilité des capitaux. Je vais vous montrer ça directement sur Morning. Voilà, c'est ce qu'on observe ici, hein, le retour sur capitaux propres a diminué et surtout à partir de 2020, c'est-à-dire l'intégration de Stone Island parmi les revenus consolidés du groupe Moncler. Mais dans l'essentiel, enfin, dans l'absolu, un retour sur capitaux propre de 20%, ça reste quand même très intéressant. On retourne sur les notes. Donc la clientèle, voilà, c'est pour vous faire une idée, hein, la clientèle est quand même assez jeune, on observe quand même qu'il y a 69% de femmes, plutôt féminines, et c'est une clientèle qui est assez jeune, tout comme Stone Island, hein, c'est un groupe qui vise surtout les jeunes, 64% de moins de 40 ans et 86% de moins de 50 ans. On va surtout retrouver dans le chiffre d'affaires les vêtements d'extérieur, outerwear, et notamment le manteau duvet. Donc c'est le manteau en fait que tout le monde connaît, hein, que vous avez sûrement vu ici. Voilà, celui-ci, le manteau voilà, qui est très connu, qu'on voit souvent dans les stations de ski. Ça coûte quand même pas mal cher aussi, c'est vrai. Et le souci en fait de Moncler, c'est que on a à peu près entre 40 et 70% des revenus, on le verra un peu plus tard, hein, je crois que c'est précisé dedans. Enfin, une grosse majorité des revenus qui sont tirés d'un seul produit, c'est-à-dire le manteau duvet. Alors, il est super populaire, il se vend super bien, mais ça reste quand même un problème en termes de diversification de produits. On observe une très forte saisonnalité du outerwear puisque c'est des vêtements d'hiver, donc forcément il y aura plus de ventes sur les saisons automnales et hivernales. Et les ventes en fait directement aux consommateurs, donc la partie retail, sont très concentrées sur le Q1 et le Q4. Donc c'est ce qui revient en fait, hein, c'est ça, c'est la partie automnale et hivernale. Stone Island, du coup, l'acquisition de Stone Island permet aussi de diversifier pardon, les revenus. Et comme en fait c'est réalisé surtout sur le wholesale, c'est-à-dire la distribution via des partenaires, Galeries Lafayette, etc. On va avoir des Q1 et Q3 un peu plus importants, donc voilà, ça va permettre aussi de diversifier en termes de saisonnalité. Il parle aussi là je précise, hein, je suis toujours dans la partie conf call, il parle toujours aussi de l'allocation du cash qui n'est pas assez efficiente, puisqu'en fait l'entreprise, je vais vous montrer ça juste ici, voilà, la position nette financière du groupe, elle est de 1 milliard d'euros. En fait, il thésaurise énormément, il garde énormément en trésorerie pour peut-être de futures acquisitions. Mais en tout cas, ils se demandent pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'ils pourraient en faire de ce cash-là, et ils en sont bien conscients, le management, hein, voilà. Ça reste une force, mais il faudrait quand même réussir à investir ce cash-là. Donc ils sont conscients, et en fait, eux, leur vision des choses, c'est qu'ils préfèrent garder plus de cash, quitte à être plus safe et moins efficient plutôt que d'aller s'endetter avec des acquisitions qui sont peut-être moins rentables et qui auront un certain coût financier. Avoir 1 milliard de cash quand même c'est assez important, hein, ça représente un tiers du chiffre d'affaires. Ça leur permet de faire de très grosses acquisitions et de saisir les meilleures opportunités qui se présenteront au groupe. Ensuite, on essaie également de se diversifier sur d'autres segments que l'outerwear, notamment tout ce qui va être lunettes.
Je précise quand même, la outerwear, ça reste la branche historique du groupe et c'est celle qui leur tient à cœur, donc ils ne vont pas la laisser non plus de côté et ils vont continuer à développer de nouvelles gammes et de nouveaux produits. Au niveau du coup de l'allocation du cash, ils préfèrent aussi également faire des acquisitions en interne pour ensuite intégrer, c'est ce que je vous ai mis un peu plus bas, en fait pour intégrer du coup la logistique. Donc en fait en période de forte inflation, de pouvoir maîtriser les coûts et de moins subir voilà, l'inflation des coûts. Ce qui est peut-être aussi la raison du fait des faibles marges ou alors des marges qui ont été mises sous pression durant le Covid. Ensuite, ils nous disent que l'impact des touristes est quand même assez important, puisqu'en fait, il y a énormément de touristes qui viennent en Europe. C'est la zone principale, en fait. Ils font à peu près 60 à 65% de leur chiffre d'affaires ici, parce qu'il y a énormément de touristes chinois et asiatiques qui sont fortement intéressés par la marque Moncler et qui consomment beaucoup en Europe. C'est pour ça aussi que pendant le confinement, on a eu des marges on a eu des baisses de vente, alors que Hermès et LVMH, donc ses concurrents principaux, eux, n'ont pas eu du tout ce problème-là. Pour tout ce qui va être croissance, ils sont en train d'investir quand même pas mal dans toutes les surfaces de vente. Ils prévoient un mid to high single digit, donc en gros un chiffre compris entre 5 et 9% de la croissance des surfaces de vente. Donc là aussi c'est quand même très très important. Ils vont se concentrer également sur le retail, donc directement les boutiques physiques détenues directement par Moncler, donc vraiment les boutiques Moncler, plutôt que le wholesale, parce qu'en fait ça marche un peu moins. Donc c'est pour ça qu'en termes de points de vente, wholesale, ça a diminué d'environ 5 à 10%, même plus, 10% environ par rapport à l'exercice 2022. Et ils vont également se développer sur le digital, puisque on le sait, le e-commerce c'est une tendance porteuse à très long terme. Donc voilà, plutôt le retail et le digital. Et ensuite, là c'est ce qu'un analyste a fait remonter, donc là je voulais copier-coller parce que je trouve ça hyper intéressant. Ils ont un super pricing power, et ça c'est hyper important. De toute façon on va le regarder sur la boutique Moncler directement. Voilà, donc en fait déjà on le voit, l'article le plus vendu par la marque c'est la doudou de Moncler et elle vaut 1400 balles. C'est pas non plus pour toutes les bourses. Et ici on fait un tour rapidement sur la boutique, de toute façon on voit que les prix sont aberrants, ça reste du luxe. Mais voilà, des t-shirts à 200 balles, des vestes à 900 balles, etc. C'est pas rare de voir des produits qui frisent les 1000 euros. Voilà, donc c'est une marque qui a quand même un certain pouvoir de fixation des prix. Où est-ce que j'étais? Voilà, j'étais là. Donc ils le disent, hein, la croissance des volumes est plus forte que la croissance des prix. Et ce qui est quand même très très intéressant, c'est que la croissance des prix est déjà très élevée. Et donc ils ont quand même une certaine désirabilité, contrairement à des marques qui sont un peu en difficulté en ce moment. Hein. Je pense à Burberry, Kering, surtout Kering. Donc ils ont la croissance des volumes plus la croissance des prix. Donc ça c'est vraiment excellent. Donc dans le premier quart d'heure, la croissance des volumes a représenté 70% de la croissance des ventes, alors que le prix a représenté les 30% restants. Et en fait, durant les dernières collections, ils ont réussi à augmenter leur prix de 10%. Donc 10%, c'est vraiment énorme, on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment super intéressant. Et ce qui va permettre de soutenir la croissance des ventes à long terme. La forte désirabilité du groupe permet d'augmenter les marques sans pour autant que, et ils disent le mot price resistance, sans que en fait, voilà, cette augmentation des prix ne fasse fuir les clients qui achètent en fait peu importe le prix. Donc ça c'est vraiment super intéressant et c'est un des points forts du groupe puisqu'ils vont permettre de continuellement augmenter ces prix-là. Alors peut-être pas de 10% par an, mais en tout cas on voit que la clientèle, bien que plus jeune de Moncler, soit quand même assez aisée. Et on revient au plus gros problème de Moncler, c'est sa concentration sur un seul article. Voilà. Et l'analyste parlait en 2022 que 75% des ventes étaient tirées de l'outerwear. Et en fait, on le sait, la majorité des ventes de l'outerwear, c'est surtout les doudounes. Donc on peut estimer par là voilà, que les doudounes représentent environ la moitié du chiffre d'affaires. Donc ça représente quand même un certain risque produit. Alors heureusement, c'est un produit qui se vend super bien et qui a un pricing power. Mais voilà, il faut quand même relativiser. Et ce risque produit-là, il est à prendre en compte également dans la valorisation, ce qu'on verra un peu plus tard. Et enfin, voilà, l'intégration de la logistique. Donc là, il prévoit environ 30% de la logistique en interne. Voilà, enfin, que 30% de la logistique soit internalisée à la fin de 2024. Donc ça, c'est un objectif qui me paraît très cohérent. Et honnêtement, voilà, je pense que c'est même mieux actuellement d'intégrer la logistique plutôt que d'aller chercher des acquisitions, puisque ça va nous permettre d'améliorer les marges à terme.
Donc là, on est sur zone bourse. Je vous ai mis les marges. On va plutôt regarder les marges d'exploitation, puisqu'en fait, les marges nettes, elles sont trop sensibles à tout ce qui va être réduction d'impôt, crédit d'impôt. Par exemple, en fait, en 2022, on avait eu un taux de taxation de 19% environ. En 2023, on est passé à 29%. Enfin, le crédit d'impôt, ça n'a rien à voir avec la performance opérationnelle du groupe. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est vraiment la performance opérationnelle du groupe, pas la performance extra-financière, taux d'impôt, etc. On s'en fout. Donc, on va regarder plutôt les marges d'exploitation qui sont plus stables. Et la différence entre les deux ténors français, LVMH et Hermès, c'est que Moncler, entre 2018, donc période avant la pandémie, qui était quand même très correcte, on avait des marges d'exploitation de 31%. Et en fin de pandémie, on a des marges d'exploitation de 30%, donc qui ont très légèrement régressé. Alors que du côté de LVMH, on avait des marges de 21% qui sont passées, enfin, qui ont explosé et qui sont passées à 26%. Et pour Hermès, c'est pareil, on est passé de 34 à près de 42. Donc c'est le souci de Moncler. C'est peut-être aussi dû à ça en fait que maintenant ils veulent internaliser leur logistique parce qu'ils se sont rendus compte que ça leur a coûté cher pendant le Covid, alors que LVMH et Hermès ont pu exploser leur marge, ce qui a fait aussi grimper les bénéfices et aussi la valorisation, puisqu'après voilà, sur LVMH et Hermès, on a des performances qui sont beaucoup plus intéressantes sur les 4-5 dernières années, alors que sur Moncler, on a une performance qui est intéressante, mais qui est quand même bien inférieure. Donc ça, c'est le point à surveiller, et c'est ce qui va permettre d'améliorer les marges. On a parlé des marges, je voulais aussi vous parler du management de Moncler qui est juste exceptionnel, puisqu'on a le PDG du groupe qui est là depuis 20 ans, qui s'appelle Remo Ruffini, donc voilà, qui est très reconnu dans le milieu du textile, de la mode, etc. Donc voilà, excellent management. On voit aussi que le COO est là aussi depuis 9 ans à peu près, donc ça c'est très intéressant. Voilà, au niveau du board, pareil, on a des administrateurs qui sont quand même plutôt compétents et qui sont assez anciens. Et l'avantage essentiel de cette entreprise, c'est que non seulement le PDG est là depuis 20 ans, mais en plus de ça, il est très fortement investi dans son groupe, puisqu'en fait, il détient 3 milliards 3 milliards d'euros de valorisation et qui détient environ 16% de la market cap. Donc là aussi, c'est très très intéressant. Donc au niveau du management, il n'y a pas de souci là-dessus. On saura que à l'avenir, Remo Ruffini aura des intérêts qui seront très convergents avec ceux des actionnaires. Et voilà, il n'y aura pas de souci de conflit d'intérêts. On a parlé des marges, on va parler maintenant plutôt de tout ce qui est croissance et valorisation. Voilà. Je vais vous mettre, donc là on est sur voilà, la présentation du groupe en 2023. On a une croissance des revenus qui est exceptionnelle et qui est bien plus forte que par contre ses concurrents Hermès et Louis Vuitton. Là où ça pêche plutôt du côté des marges, au niveau des ventes, on a une croissance qui est bien plus importante. C'est aussi dû à sa taille qui est beaucoup plus petite. Sur l'exercice 2023, on a eu une croissance de 15% environ. Donc là, c'est super intéressant. Et en moyenne, voilà, en fait, entre 2013 et 2023, on a une croissance supérieure à 15%. On est à quasiment 17%. Donc là, c'est exceptionnel. Les marges sont quand même très très stables. Au niveau du net income, on a 20% de marge nette. Et après, au niveau du free cash flow, donc forcément le free cash flow, vu qu'on est dans une boîte retail, tout ce qui est textile, mode, habillement, on aura forcément un gros besoin en fonds de roulement. Enfin, on aura des BFR plutôt cycliques. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir des free cash flow super stables, hein. C'est le secteur qui le veut. Donc là, c'est pour ça qu'on a eu des hauts et des bas pendant le Covid. Mais voilà, on a quand même une croissance qui est toujours intéressante. Au niveau des free cash flow entre 2017 et 2023, on a environ 14% de croissance. Donc voilà, c'est pareil, c'est exceptionnel. Et en fait, le gros point fort de Moncler, c'est que vous avez du cash net à hauteur de 1 milliard, c'est-à-dire environ quelque chose comme 6-7% de la market cap. Donc là aussi, c'est exceptionnel au niveau du bilan, hein, des entreprises comme ça qui sont pas du tout endettées, puisqu'en fait, on a vraiment zéro dette, et après, tout le reste, c'est du cash. Il y en a très très peu. Et voilà, et on peut faire le parallèle avec LVMH qui commence à être pas non plus fortement endettée, mais voilà, qui a un niveau de dette qui est remboursable, mais elle peut pas non plus se permettre de faire des acquisitions en pagaille si elle veut pas mettre son bilan non plus en danger. Voilà, elle a des moyens, mais ça reste moins flexible que Moncler, puisque là, Moncler vraiment peut faire quasiment n'importe quelle acquisition, rien qu'avec son cash. Donc, sans dégrader sa situation financière, elle peut racheter des gros concurrents. Donc ça, c'est hyper intéressant, et surtout qu'en période de taux élevé, ce cash-là, c'est 1 milliard, ils vont nous permettre de dégager des intérêts financiers.
Donc ça c'est top. Voilà, au niveau de la croissance, donc voilà, vraiment super croissance. On va passer maintenant à la valorisation. La valorisation du groupe qui est plutôt raisonnable, je trouve. Donc là, on est autour des 28. Là, TradingView ne le prend pas en compte puisqu'il y a eu une baisse. Mais on est autour des 28. Et si vous enlevez le cash net à la market cap, donc la valeur d'entreprise, vous atterrissez à un PER de 27, juste en dessous des 27. Donc c'est aussi très très bien. Et puis en termes de moyenne, on est parfaitement dans la moyenne. Donc là, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que ça vous convient d'avoir PER de 28, donc ça fait à peu près 3,5% de rendement des bénéfices. Est-ce que ça vous convient d'avoir 3,5% avec la croissance qui va avec? C'est à vous de voir. En attendant, voilà, en termes de bénéfices, on est plutôt bien évalué. Il n'y a pas d'opportunité, mais il y a un prix qui est correct pour commencer à construire une ligne. Idéalement, voilà, ce serait parfait si on pourrait retomber sur des niveaux de valorisation un peu plus bas, par exemple un moins 10%, et se retrouver au niveau des 25 de PER, ce serait top. Mais le prix reste quand même très correct pour construire une ligne. Donc 27 fois les bénéfices pour la croissance qui est attendue et passée, et le bilan qui est vraiment exceptionnel, hein. C'est pas non plus cher payé, surtout en comparaison des concurrents, hein. On a LVMH plus ou moins sur les mêmes niveaux de valorisation. En fait, si on prend en compte la situation financière, donc le bilan, on a les mêmes ratios, hein, LVMH et Moncler. Et Hermès, bon, forcément, on est plus élevé parce que là, pour le coup, c'est vraiment la plus belle valeur du luxe, hein. Donc, on a des ratios de valorisation qui sont 2 fois plus élevés, tout simplement. Donc, voilà, 27 fois, ça paraît quand même correct. On a quand même une certaine visibilité avec le luxe. On a des clients qui sont quand même assez aisés. Il y a très très peu de cyclicité dans cette industrie. On a du pricing power. Donc voilà, c'est plutôt correct. Je vous ai aussi préparé une analyse avec les DCF. Donc je vais vous montrer le WACC, hein. Donc j'ai pris la market cap. Je vous ai pris également un coup la dette, bien que en fait il n'y a pas de dette, mais voilà, au moins pour vous illustrer. Le tax rate à 25%, le taux des obligations US à 4,1 et ensuite un bêta. Donc le bêta, j'ai fait la moyenne entre le bêta leverage, c'est-à-dire qui prend en compte le bilan financier, et le bêta unleveraged qui ne prend pas en compte le bilan. Donc on a à peu près 1,12 et ensuite le coût de l'equity risk premium qui est assez élevé puisqu'en fait c'est une action italienne et la santé de l'État italien en termes de la santé financière, son accès à la dette est quand même assez dégradé. Il y a une très mauvaise dette, une très mauvaise note financière pour l'État italien, donc forcément, mais après l'equity risk premium y suit et donc vous avez un WACC qui forcément explose, hein. Là on est à 12,8. Cependant, si on prend en compte la santé financière de Moncler qui est loin d'être la santé financière de l'État italien et qu'on atterrit à 10,6, c'est quand même plus conservateur. Donc voilà, je préfère quand même prendre ce chiffre-là. On prend un scénario de croissance de 10% des free cash flow, ce qui est le scénario qu'on a vu durant les 6-7 dernières années. Le taux de croissance perpétuelle de 2%. Et ensuite, voilà, on ajoute le cash, on divise par le nombre d'actions et ça nous donne une fair value de 36,8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas forcément dire que c'est une mauvaise action, mais si vous vous êtes intéressé, vous, par une entreprise qui a des forts cash flows à vous redistribuer ensuite, c'est pas forcément vers Moncler qu'il faut aller. Néanmoins, voilà, ça reste une méthode de valorisation comme les autres. Là, on est dans une industrie qui est forcément assez pénalisante pour les free cash flow. C'est du textile, voilà, il y a un fort impact sur le BFR, on l'a dit. Donc c'est peut-être pas la meilleure idée de prendre les free cash flow, ou même ce type de valorisation là n'est pas forcément adapté pour cette industrie. Mais voilà, ça vous donne une idée du prix et de la valeur économique de l'action. Si on pousse un peu les curseurs et qu'on dit allez à peu près 10% de croissance, on atterrit à peu près à 40 euros, et avec une valorisation, un chiffre un peu plus conservateur, 7%, on atterrit à 33 euros. Donc voilà, économiquement l'entreprise est voilà, un peu surévaluée, mais au niveau de ses qualités, je pense pas que ce soit non plus si cher payé que ça en ce moment. On est quand même sur une très belle entreprise, hein. Je vais vous remontrer les ratios. On a une croissance des ventes de 17% sur les 10 dernières années qui est susceptible de se reproduire. On a des marges qui sont peut-être appelées à augmenter ou en tout cas à se maintenir. Et ensuite, on a un bilan qui est juste exceptionnel. On a 6% du cash net en market cap. Enfin, on a 6% de la market cap en cash net. Donc là aussi, c'est exceptionnel. Et puis, excellent ratio, ROE, ROIC. Donc voilà, on est quand même sur une très très belle entreprise. Je pense qu'on a un peu fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça se passe dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!